Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Donc, séance du conseil municipal du 29 juillet 2021. Comme habituellement, nous le faisons le mardi. Et dans un premier temps, on avait décidé de l'avancer pour que les personnes, les élus, puissent assister au concert estival que l'on donne tous les mardis. Et puis on a décidé de le reporter à 2 jours plus tard, donc à aujourd'hui, donc le 29 juillet 2021, et à 18h. Donc voilà, donc il est 18h, je déclare ouverte la séance du conseil municipal du 29 juillet 2021. Je vais procéder à l'appel nominal des conseillers municipaux et la vérification du quorum. Gérard Dubois présent, Michel Bonan, Catherine Rioux, absente de procuration à Roger Loua, Bertrand Vallat, Valérie Tissot, Christophe Lallemand, Brigitte Chancrin, Hubert Malmened, absent de procuration à Michel Bonan, Roger Loua, Jacques Manvy, Martine Desgouttes, Louis Maras, Élise Fayolle, Pascal Cellier, absent de procuration à Christophe Lallemand, Pascal Lelanier, absent de procuration à Valérie Tissot, Joël Pozon, absent de procuration à Élise Fayolle, Christine D'Angelo, absent de procuration à Martine Desgouttes, Audrey Moulin, Arnaud Buchon, Alexandre Badet, Mathilde Magdinier, William Ingrao, Valentine Knapp, absent de procuration à William Ingrao, Jean-Pierre Bruyère, absent de procuration à Gilles Berset, Jocelyne Roche, Sylvie Dinalo, Dominique Deschandons et Magali Rousset, absent de procuration à Dominique Deschandons. Et Gilles Berset, oui. Donc voilà, le quorum est atteint. Adoption du procès-verbal de la séance précédente du 28 juin 2021. Y a-t-il des observations sur le procès-verbal de la séance précédente? S'il n'y a pas d'observation, merci. Approuvé à l'unanimité. En désignation du secrétaire de séance, je vais demander à William Ngrao s'il veut bien. Merci. Lecture de l'ordre du jour de la séance tenante. Donc il y aura un compte-rendu de délégation de signature consenti au titre de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Sur l'urbanisme, une vente d'un ténement immobilier situé devant le 28 allée des Troènes. Et puis après des gros dossiers sur le personnel territorial, avec l'accroissement saisonnier d'activité pour les affaires scolaires, accroissement saisonnier d'activité pour le pôle enfance-jeunesse, accroissement saisonnier d'activité propreté-hygiène, accroissement saisonnier d'activité administrative, accroissement saisonnier d'activité bibliothèque, accroissement saisonnier d'activité services techniques, accroissement temporaire d'activité 18 heures au pôle enfance-jeunesse, accroissement temporaire d'activité sur du 20 heures au pôle enfance-jeunesse, accroissement temporaire d'activité 25 heures 20 au pôle enfance-jeunesse, remplacement temporaire d'agents momentanément indisponibles, contrat parcours emploi compétences jeunes, création emploi permanent, responsable service technique, du télétravail et on finira par les astreintes. Voilà l'ordre du jour. On va commencer donc compte rendu de la délégation de signature consentie au titre de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. C'est une décision administrative pour le marché par procédure adaptée intitulé Services et transports scolaires pour l'année scolaire 2021-2022. Il y a eu 2 lots. Le lot numéro 1 en transport scolaire régulier à l'usage exclusif des élèves des écoles primaires de Vauche. Le lot numéro 2, transport scolaire régulier à l'usage prioritaire des élèves du collège de Vauche. Le lot 1 a été attribué le marché à l'entreprise 2TMC, qui est de Sury-le-Comtal, pour un montant de prestations journalières s'élevant à 288 € hors taxe, soit un montant
total TTC de 316,80 €. Et pour le lot numéro 2, transport scolaire régulier à l'usage prioritaire des élèves du collège de Vauche, l'attribution du marché à l'entreprise Keolis Pays du Forêt, qui est à Montverdun, pour un montant de prestations journalières après négociation s'élevant à 465 € hors taxe, soit un montant total TTC de 511,50 €. La durée du marché est d'une année scolaire avec une prise d'effet à la notification et une échéance au dernier jour de l'année scolaire 2021-2022. La dépense est imputée sur le budget de fonctionnement de la commune à l'article 6247. Voilà, je pense que l'année prochaine, de toute façon, c'est une compétence régionale, donc on n'aurait plus de décision administrative. Le premier dossier, c'est une vente d'un ténement immobilier qui est situé devant le 28 allée des Troènes. Je vais laisser la parole à Bertrand Valla. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, messieurs Pereira et Dobenfeld ont émis le souhait d'acquérir une partie de l'accotement de la voie contiguë à leur parcelle située 28 allée des Troènes et appartenant actuellement à la commune de Vauche. C'est un terrain non construit de 33 mètres carrés. Après avoir été consulté par la commune, le service France Domaine estime à 50 € le mètre carré, soit 1650 la valeur vénale totale du dit ténement. Considérant le peu d'intérêt que représente cet accotement de voirie en herbe pour la commune, il s'agit donc d'approuver la vente de cette parcelle au prix de 1650 à messieurs Pereira et Dobenfeld, les frais de géomètre restant à la charge des acquéreurs, et d'autoriser monsieur le maire, donc, ou son représentant, à signer en l'étude de maître Morier-Varenne, notaire à Vauche. Il y a le plan dans le dossier. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? C'est des Chandons. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le ténement immobilier en question ne se situe pas au 28 de l'allée des Troènes, mais au 2 bis. Merci de nous confirmer la rectification, car nous ne souhaitons pas que le dossier soit invalidé pour une erreur d'adresse. C'est l'adresse qu'on a, mais on va reprendre, effectivement. D'autres remarques? On va faire voter. On fera une vérification, mais d'après le cadastre, c'est bien le 28 allée des Troènes. Donc, vous dites 2 bis. Donc, oui. On confirmera le truc. Et puis, pour la délibération, il faudra bien qu'on marque le 2 bis si jamais c'est rectificatif. Merci. De toute façon, le contrôle des légalités nous fera certainement la remarque, puisqu'ils ont également la partie cadastrale. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques? Non. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Votez à l'unanimité. Maintenant, nous allons passer au personnel territorial, donc délibération de création d'un emploi non permanent pour un accroissement saisonnier d'activité. Donc Michel, je pense qu'il faut les passer de toute façon une par une. Et donc voilà, je te laisse la main. Merci, bonsoir à toutes et tous. Donc, comme vous l'avez vu, on a un programme en matière de délibération RH qui est important. Il y a une raison à ça, puisqu'on a de nouvelles exigences du comptable de la commune et de nouvelles réglementations gouvernementales qui font qu'à un moment donné, il faut transformer les délibérations qu'on a pu prendre par le passé. C'est le cas pour les 9 premières délibérations qu'on va vous proposer. En fait, jusqu'à présent, pour pouvoir recruter sur des emplois, je dirais, temporaires, et puis pour éventuellement du surcroît d'activité, on avait une délégation globale qui envisageait cette possibilité-là.
Or, aujourd'hui, il nous faut délibérer par lieu d'exercice, par nature de contrat, c'est-à-dire nature de contrat dans le sens où ça peut être des contrats avec une durée maximale de 6 mois ou de 12 mois. Et ensuite, vous l'avez vu dans chacune des délibérations, on peut avoir également des contrats de 18 heures, de 20 heures, de 25 heures et demie, etc. Donc la loi nous oblige de faire une délibération pour chacun de ces contrats. Ce qui explique que vous avez, pour commencer, 9 délibérations qui sont proposées. Ces délibérations, je le précise également, ça ne veut pas dire que dans l'instant, on va recruter, il y a 9 délibérations, 9 emplois, ou sur la première délibération, 2 personnes ou 3 personnes qui viendraient être recrutées tout de suite. Non, c'est par anticipation. Je l'avais évoqué plusieurs fois. Au tableau des effectifs, on doit créer, si vous voulez, l'emploi, la coquille, hein, souvent on emploie ce terme-là, la coquille, pour nous permettre, le cas échéant, en cas d'absence, de maladie ou de surcroît de travail, ça peut arriver également, à pouvoir tout de suite aller rechercher une compétence du personnel pour pourvoir cet emploi. Est-ce que j'ai été clair jusque-là? C'est pour parler des 9 premières délibérations qui vous sont proposées. Ça va jusque-là pour tout le monde? Oui, Madame Roche. C'est important, si vous avez d'ores et déjà des questions, de les poser. Non, mais c'est par rapport à ce que vous venez de dire que j'ai bien compris. Là, les 9 délibérations, elles vont bien du 1er janvier au 31 décembre, puisque ça doit concerner l'exercice budgétaire, on est bien d'accord. Alors, votre question est importante, j'allais y venir. Toutes les délibérations, vous les voyez ici, vous avez bien lu le dossier. C'est une délibération qu'on va prendre pour l'année en cours, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre 2021. Et ce que j'évoquais peut-être tout à l'heure, je ne me souviens plus, mais c'est qu'en fait, on va être obligé, vous me reverrez prendre le micro, obligé de refaire dès décembre de nouvelles délibérations du même type pour l'année 2022 et ainsi de suite. Nous avions envisagé d'avoir une délégation à l'année, c'est-à-dire qu'on se retrouve en janvier ou février sans forcément de faire de nouvelles délibérations. Ça n'a pas été accepté pour éviter de repasser 9 fois les mêmes choses, ça n'a pas été accepté. Donc on suit les directives qui nous ont été données. Et donc, je serai certainement amené à reprendre la parole en décembre au conseil municipal et à vous proposer, dans ce cadre-là, les mêmes choses. Ok, donc j'interviendrai tout à l'heure, c'est par rapport 203, 204, 205. J'interviendrai tout à l'heure sur le sujet. 203, je ne sais pas. Mais j'ai bien compris votre explication, elle me va très bien. Voilà. Donc je vous propose, et je vais les enchaîner, je ne veux pas reprendre évidemment tous les articles, de toute façon vous avez eu le dossier il y a déjà quelques jours. Donc je vous propose d'attaquer par la première délibération, qui concerne ici, éventuellement, je le redis, pour des raisons de surcroît d'activité au sein des écoles maternelles, donc ça concerne les ATSEM, un contrat d'une durée maximale de 6 mois, avec un renouvellement pendant une période de 12 mois consécutifs. Ça veut dire qu'on peut refaire des contrats, on fait un contrat de 6 mois ou 3 mois, on peut refaire des contrats avec une durée maximale de 12 mois, le tout cumulé. Est-ce que je suis clair? Voilà. C'est sur une période, effectivement, pour pouvoir faire ces contrats du 1er janvier au 31 décembre de l'année 2021. Voilà, c'est un temps complet, donc 35 heures, et c'est rémunéré à l'échelle 1 de la nomenclature des emplois. Voilà. Des questions sur ce sujet? Oui. Simplement une question par rapport au fait que c'est les écoles maternelles. Je voulais simplement savoir si pour la rentrée prochaine, on aurait une classe en moins ou pas. Alors, a priori, oui. Catherine n'est pas là. Peut-être que monsieur le maire peut l'évoquer. Je ne sais pas. Après, c'est pas la question, c'est pas l'ordre du jour, mais j'ai quand même eu l'information puisque l'académie est venue en mairie pour nous préciser effectivement qu'il y aurait une classe maternelle à Pagnol en moins cette année, enfin pour la rentrée prochaine 2021-2022. Voilà pour cette première délibération qui concerne les écoles maternelles sur un emploi non permanent pour accroissement d'activité. Si tu veux bien faire procéder au... Donc je vais le faire. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, adopté à l'unanimité.
Donc on est toujours dans la même veine, hein, mais là ça concerne le pôle enfant jeunesse, avec là aussi c'est le même type de contrat sur 6 mois, période maximale de 12 mois consécutifs, catégorie C, avec la possibilité pour nous de recruter sur cette année 2021. Catégorie C également. Pas de questions? Qui est pour? Voilà, j'ai voulu changer. J'ai voulu changer. Donc comme ça va vite, il vaut mieux inverser, comme ça on reste tous attentifs. Qui est contre? Je n'avais pas vu tous les pour. Bon, adopté à l'unanimité. On passe ensuite sur le service propreté hygiène des bâtiments communaux. C'est exactement le même type de contrat. 6 mois, catégorie C, rémunération échelle 1, de l'échelle de la nomenclature des emplois. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Même délibération concernant les services administratifs. Donc vous le voyez, hein, c'est en anticipation, on balaye l'ensemble des services. Les services administratifs, même chose, 6 mois, durée maximale 12 mois consécutifs, catégorie C, au niveau de la rémunération et de l'emploi. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Même chose, mais le lieu diffère. Donc on est ici au sein de la bibliothèque, toujours un contrat de 6 mois, 12 mois consécutifs maximum, et rémunération catégorie C. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Même chose sur les services techniques, toujours une durée maximale de 6 mois sur 12 mois consécutifs, catégorie C au niveau de la rémunération et de l'emploi. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Là, on diffère un peu parce que, vous l'avez vu hein, dans la délibération qui est proposée, je l'ai dit également au début, chaque fois qu'on précise sur la nature du contrat une variante, hein, ici vous le voyez, c'est en nombre d'heures travaillées, il faut faire une délibération nouvelle. Donc là, on est au sein du pôle enfant-jeunesse, sur une durée maximale de 12 mois, avec des contrats qui peuvent se cumuler et aller jusqu'à 18 mois consécutifs. Même chose, hein, on peut recruter sur la période de janvier à fin de cette année, 2021, et c'est un contrat de 18 heures uniquement. Madame Roche. Oui, là je comprends moins parce que, comme on disait tout à l'heure, on peut s'engager uniquement sur le budget de l'exercice. Là, on va sur 18 mois, puisque ce sont des choses qui sont faites pour l'accroissement d'activités temporaires. Oui. Donc, ce ne sont pas des CDI. Je ne vois pas pourquoi on ne mettrait pas un CDD qui soit renouvelable et quand on revotera au mois de décembre pour l'année d'après, eh bien, la personne sera donc elle sera prolongée. Oui. Par rapport aux besoins qu'on a actuellement, hein, je vais répondre à votre question. On peut avoir des contrats à temps complet, 35 heures, comme on l'a vu précédemment, etc. Des contrats où on sait que les activités sont de 18 heures, c'est juste pour expliquer, avec les délégations qui vont venir, qu'on a 18, 20 et 25 heures et demie, je crois. Voilà. Après, vous avez totalement raison. À un moment donné, comme dans toute entreprise, si on constate qu'on a recours systématiquement à ce genre de choses, ça voudrait dire qu'au niveau de la commune, on a un emploi qui n'est pas couvert et qu'il faudrait recruter. Je rappelle juste une chose, c'est qu'on est dans le cadre d'accroissement temporaire d'activité. C'est-à-dire qu'en fait, alors là la durée est un peu plus longue, mais ça peut exister dans une entreprise, enfin dans une collectivité, où à un moment donné, on peut avoir une absence plus longue que d'autres, pour longue maladie, etc. Donc on ne va pas... La personne peut évidemment revenir, hein, la personne malade ou autre. On ne va pas embaucher quelqu'un en CDI en sachant que la personne peut revenir. Voilà la réponse que je peux vous faire aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on peut avoir des contrats de cette nature. Mais je ne parle pas de CDI, M. Bonan. Je suis en train de vous dire que si ce sont des choses pour des accroissements temporaires d'activité, on peut très bien avoir une personne embauchée 6 mois entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année 2021, oui, en fonction du budget que nous avons pour 2021. Et comme vous disiez très justement tout à l'heure, au mois de décembre, on va voter pour l'année 2022 et prolonger après le contrat si besoin. Ah mais le contrat en lui-même, une fois qu'il est signé, par exemple, je ne sais pas, on aurait un besoin.
au mois de novembre, si je réponds bien à votre question, hein, vous m'arrêtez, faites un au mois de mois. novembre, ce contrat de 6 mois ou de 12 mois maximum courra jusqu'à novembre de l'année 2022 en fait. Ben non, vous faites un mois et après vous le prolongez en janvier. Non. Enfin, moi personnellement, Non, madame, non. Nous, Enfin, personnellement, on ne votera pas ça. Hein. Sophie, je ne sais pas, mais c'est pas la... Enfin, c'est la réponse que je peux vous faire aujourd'hui après avoir posé la même question auprès des services. Oui, mais au niveau budgétaire, c'est pas possible de voter pour 18 mois. Eh ben, je prends note, voilà. note de votre remarque. Moi, personnellement, avec Madame Dinalo, nous ne voterons pas ce. Donc vous êtes en train de dire qu'on serait obligé de refaire la chose sur le même contrat. Tout à fait. D'accord. C'est ce qui se fait d'ailleurs dans bon nombre d'entreprises. Oui, enfin là, je n'irai pas sur ce terrain parce que je ne pense pas que vous ayez raison. Voilà. Moi, je ne pense pas avoir tort. C'est bien. Voilà, donc sur cette délibération, hein, je le rappelle, au sein du pôle enfant-jeunesse, durée maximum des contrats possibles, contrat de 18 mois, maximum 18 mois, pour un contrat, là pour le coup, sur les activités qu'on a ciblées, de 18 heures. Qui est contre? 3 contre. Qui s'abstient? Ah pardon, oui, il y a procuration. 4. Adopté à la majorité. Même chose au sein du pôle enfant-jeunesse. Ce qui diffère, c'est exactement le même contrat. Hein, ce qui diffère, c'est la durée, puisqu'on est ici sur un contrat de 20 heures, au cas où. Voilà. Qui est contre? Donc, même proposition, même remarque. Oui, bien sûr, oui, il n'y a pas de souci. Hein, on va dire sur les 3 qui viennent déjà. Qui est contre? 4. Abstention? Adopté à la majorité. Délibération au sein du pôle enfant-jeunesse, avec là la différence toujours sur la durée hebdomadaire de service qui est à 25h,20. Donc même remarque de la part de Madame Roche. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Donc, toujours 4. Abstention? Adopté à la majorité. Je vous propose maintenant de passer à une autre délibération. On vient de voir les 9 délibérations qui concernaient le fait qu'on devait rédiger à nouveau des délibérations en précisant les lieux, la durée et les natures de contrat. Là, on passe sur une délibération de principe autorisant le recrutement d'agents contractuels pour remplacer des agents publics momentanément indisponibles. Cette délibération existait déjà. Elle existait déjà. Les seules modifications qui nous amènent aujourd'hui à le représenter au Conseil concernent 2 points essentiellement qui ont été précisés, ce qui n'était pas le cas avant. C'est les congés. Alors vous voyez, il y a différents cas qui sont évoqués, hein, congé de maladie grave, longue durée, congé de longue durée, maternité ou pour adoption, congé parental. Les 2 précisions qui ont été apportées, c'est congé de présence parentale, donc qui nécessite la présence des parents auprès de la proche famille, je dirais, enfants, etc. Et puis le congé de solidarité familiale, là aussi autour de soi pour aider la famille, etc., dans des situations particulières. C'est ce qui nous amène à nouveau à délibérer aujourd'hui, puisque ces 2 nouveaux cas de figure ont été précisés. Voilà. Donc, au niveau du congé maternité, oui. Il y a aussi le congé de paternité désormais. Oui, vraisemblablement, oui. On a des agents du sexe masculin, je pense. Oui. Voilà, donc je vous propose de passer au vote. Pardon, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Alors là, il s'agit d'une délibération concernant la création d'un poste d'adjoint d'animation dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences Jeunes. En fait, nous avons la possibilité aujourd'hui, ou nous aurions la possibilité aujourd'hui,
pour nous, dans l'idée, ça serait le cas puisqu'on vise de solliciter ce type de service au 1er septembre dans le cadre du Pôle enfant-jeunesse. Au niveau de l'État et de la loi, ça nous permet aujourd'hui de donner l'accessibilité à l'emploi à des jeunes qui seraient un petit peu écartés, si vous voulez, de l'emploi en tant que tel, d'accéder à un emploi. Donc ça nous permet, ça leur permet de prendre un peu de l'élan, d'avoir un pied à l'étrier et de pouvoir entrer dans la vie active. Ce sont des contrats aujourd'hui qui s'adressent à des jeunes qui ont de 16 à 25 ans révolus, ou alors 30 ans, dans le cadre d'un handicap. Ils doivent être inscrits au Pôle emploi, éloignés du travail, j'en ai parlé. Ce sont des contrats, on part sur un contrat, vous le voyez, d'une durée initiale de 9 mois. Ce sont des contrats qui peuvent aller jusqu'à 24 mois. Bien entendu aussi, dans le cadre de cette mission qui pourrait être confiée, les jeunes doivent être titulaires au moins du BAFA pour pouvoir exercer dans ce cadre que j'explique. Donc on est sur la possibilité ici de pouvoir recruter. On a un cas de figure pour septembre, un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Donc une convention va être signée avec Pôle emploi. C'est un contrat de 9 mois dans la limite de 24 mois. C'est un contrat de 35 heures par semaine. La rémunération est fixée, minimale est fixée au SMIC horaire, en sachant que nous avons un remboursement d'une partie des salaires qui sont faits aujourd'hui par l'État. Voilà. Avez-vous des questions par rapport à cette délibération? Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Alors ici, nous abordons une délibération. C'est par anticipation. Alors vous le voyez ici, c'est une délibération qui porte sur la création d'un emploi permanent de responsable du service technique. Vous avez vu que... nous sommes actuellement en cours de recrutement sur le poste de responsable de service technique, puisque la personne qui est en charge de ce service va rejoindre une autre région dans quelques jours, quelques semaines. Donc il nous fallait aller recruter. De manière générale, on prévoit toujours, et puis c'est la règle, d'aller faire des recrutements et d'aller chercher des compétences dans la fonction publique. C'est la priorité. En d'autres termes, quand on ouvre les postes, on essaye, si la compétence et le profil nous correspondent, on essaye de recruter des fonctionnaires. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours le cas. Même actuellement, on peut le dire aussi, sur certains emplois, c'est assez difficile, et nos voisins proches le vivent également, de trouver des compétences sur certains métiers. Donc cette délibération, elle a quelle vocation? C'est de nous permettre, si jamais nous ne trouvons pas dans l'instant une compétence qui sort de la fonction publique, de pouvoir recruter un contractuel sur cette mission. Je rappelle que le poste actuel, qui est encore couvert jusqu'au départ de la personne, de l'agent, est justement couvert déjà par un agent contractuel, puisqu'on a vécu la même situation où on n'a pas trouvé. J'ai dit une bêtise? Non. Tout à fait. Oui, oui. Voilà. Donc en fait, c'est dans l'anticipation. Si jamais on ne trouvait pas, je vous rappelle, si on ne trouve pas, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Si on ne prend pas cette délibération, peu importe, si on l'accepte ou pas, de toute façon, si on ne prend pas cette délibération, on ne pourra pas lancer un recrutement, si on ne trouve pas un fonctionnaire, lancer un recrutement sur un contractuel, et puis ça va nous prendre des semaines et des mois, et puis le poste ne sera pas couvert. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair à ce stade. Voilà. C'est toujours, encore une fois, dans l'anticipation, et il nous faut absolument, au tableau des effectifs, créer les coquilles pour qu'on puisse avancer, c'est-à-dire lancer les emplois, etc. Donc, Monsieur le maire propose de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps complet de chef d'équipe d'entretien et d'exploitation voirie. C'est un contrat de 35 heures, mais cette délibération vise effectivement un emploi occupé par un agent contractuel. Voilà.
Avez-vous des questions? Simplement, je passe le micro après, M. Deschandon. Simplement, je me posais la question, la vacance du poste, c'est suite à une évolution de carrière de la personne au sein de la collectivité ou c'est une démission? Non, non. Enfin, je dis non parce que c'est une affaire personnelle. C'est quelqu'un qui quitte la région, vraisemblablement pour des raisons de travail, qu'il a trouvé autre chose. C'est la vie d'une entreprise. Voilà quoi. Mais bon. Donc il Je ne part veux de pas la rentrer fonction dans l'ordre publique. privé quoi. Pardon. Il part de la fonction publique. Mais il n'était pas, il était contractuel. Donc, d'accord. Oui, Donc, oui, oui. donc Ce il que j'ai démissionne. expliqué, hein, Il démissionne. la personne qui occupe le poste actuellement est exactement aujourd'hui dans le type de contrat et dans la D'accord. délibération qu'on vous demande de valider. En fait, il vient du privé. S'il avait voulu poursuivre sa vocation dans le cadre de la collectivité et progresser dans le tableau des avancements, il aurait fallu passer des concours, etc. D'accord. Voilà. Ok. Monsieur Deschandon, vous aviez une question, non? Oui. Alors, avez-vous des informations à nous donner quant au turnover actuel Attendez, sur moi, j'ai pas compris. Avez-vous des informations à nous donner quant au turnover actuel sur l'ensemble des employés de la mairie? Non. C'était votre question? Aujourd'hui, Je vous laisse finir. c'est le responsable technique. Si j'écoute Radio Vauche, il y a un policier municipal qui démissionnerait. Et puisque nous abordons le sujet du départ de salariés, je souhaite rebondir sur le mail transmis à tous les élus et responsables des différents services administratifs émanant de Madame Charbonnier. Je tiens à être très clair sur le fait que ni Madame Rousset ni moi-même n'avons eu de contact avec cette dame. Il y a 2 points qui m'interpellent. Le premier, en accusant Madame Charbonnier d'être un lien privilégié avec les élus de la minorité pour la diffusion d'informations, vous nous mettez en cause et vous nous accusez également. Et ça, nous ne pouvons l'admettre. Le deuxième point, si vous accusez Madame Charbonnier de nous transmettre des informations, cela sous-entend qu'il y aurait des informations qui sont cachées aux groupes minoritaires. Là, une fois de plus, le droit des élus serait bafoué. Aussi, merci de nous indiquer quelles sont, d'après vous, les informations confidentielles qui ne nous sont pas diffusées. J'attends avec impatience vos explications. Alors, si je peux me permettre, Gérard, ça va être assez bref à ce que vous venez d'évoquer. Je vois de quoi vous parlez. Je ne répondrai pas à ce type de questions. Je ne pense pas que qui que ce soit ait accusé qui que ce soit de quoi que ce soit. Donc je ne vois pas. Je peux me permettre de vous répondre, puis je vous laisserai la parole, bien évidemment. Voilà. Puis vous m'avez fait perdre la deuxième chose que je voulais vous dire. Oui, en ce qui concerne les choses confidentielles, je crois que dès les premières minutes, les premières heures de son mandat, avec l'ensemble de l'équipe que nous sommes aujourd'hui, le maire a rappelé qu'on voulait travailler dans la concertation, l'échange et tout. Alors vous comprenez que si on commençait à vous cacher des choses, on ne serait plus dans les engagements qu'on aurait pris initialement. Et là, vous auriez raison de faire ce type de remarques. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, accuser qui que ce soit, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Voilà. Et vous avez pris ce mot tout à l'heure. Moi, je vous mets juste en garde. J'ai rien d'autre à dire. Attention à radio. Voilà. D'accord. Donc, le mail qui nous a été transmis, il est inexact. Mais, Monsieur Deschandon, déjà, la question, on parle du service technique, donc du responsable CTM. Donc déjà, on va parler du responsable. Donc, on vous l'a dit, c'était une personne qui quitte la région, qui va, pour des raisons personnelles et familiales par rapport à son épouse qui quitte la région, donc il la suit. Voilà donc là, le premier point. Le deuxième point, Radio Vauche, il faut faire attention à Radio Vauche parce que le policier municipal que vous nommez qui quitterait le machin, c'est pas du tout ça, c'est une mutation au sein d'une autre collectivité. Donc voilà. Et puis la troisième des choses, la secrétaire, donc entre autres Séverine Charbonnier,
a décidé de quitter la collectivité pour rejoindre le privé. Donc après, ça n'engage je dirais, le mail qui a été envoyé à tous les élus, qui a été envoyé aussi bien à la minorité que la majorité. Donc il n'y a même pas de sous-entendu de quoi que ce soit qui est caché, parce qu'il n'y a rien à cacher. Et comme l'a rappelé Michel, dès les premiers instants, je pense qu'on vous a dit qu'on ferait partie. C'est pour la simple et bonne raison que je n'aime pas parler d'opposition, parce que ça ne veut rien dire du tout. Les gens ne sont pas dans l'opposition systématique. Il peut y avoir des différences, c'est vrai. C'est une minorité, mais il n'y a rien à cacher. Moi, j'ai rien à cacher sur les affaires de la ville de Vauche. S'il faut qu'on travaille sur des dossiers précis avec l'ensemble des élus, puisque vous êtes élus, certes de la minorité, mais il y a des commissions régulières, je dirais, depuis le début du mandat. On va le poursuivre jusqu'à la fin du mandat. Dans les commissions, on traite des affaires municipales et en dehors de ça, il n'y a rien à traiter d'autre que... vous faites partie de chaque commission, que ce soit de la culture, du sport, de la sécurité, de l'économie, des ressources humaines. Vous êtes au courant de tout, à même titre que n'importe quel élu de l'assistance. Donc voilà. Après, si vous avez plus d'informations à demander, je me permets de vous dire, contactez Madame Charbonnier et puis elle vous répondra à vos interrogations. Mais c'est un mail qu'on a tous reçu. Voilà, s'il y a eu une problématique quelconque sur l'ensemble du conseil municipal, Non, je vous entends bien, mais vous comprenez que ça peut nous interpeller, un mail comme ça. Encore une fois, ça n'engage que Madame Charbonnier. D'accord. C'est tout. S'il vous plaît, oui. Oui, simplement sur la qualité ou la compétence du recrutement. Ça sera quelqu'un de catégorie B ou C? C'est un contractuel, donc il n'y a pas de classification. Il n'y a pas de catégorie C, B ou... Un équivalent, je veux dire, c'est pour savoir à quel niveau on recrute, quoi. Voilà, c'est un contractuel. On ne peut pas dire assimiler B ou C ou A. Non. Il n'y a pas d'équivalence. Donc on ne se fixe pas d'objectif de compétence. Non, mais on va recruter sur un contractuel, donc c'est par rapport aux candidatures qu'on va recevoir, au profil du candidat, bien évidemment, parce que... Non, surtout au profil qu'on recherche. Voilà. Tout à fait. Merci. C'est quand même un poste, je dirais, d'encadrement. Donc voilà. Les catégories qu'on évoque, A, B, C, figurent dans la nomenclature des fonctionnaires. Donc là, on est sur du contractuel, ça n'a plus rien à voir. Pardon. Donc je vous propose sur... Ah pardon, oui. Bonsoir. Je tiens à vous préciser que, ainsi que moi et Madame Roche, pour le groupe Vosges Territoire d'Avenir, nous n'avons reçu aucune information confidentielle de la part de Madame Charbonnier. Et moi, je compléterai en disant que nous envisageons de demander à Mme Charbonnier son témoignage afin d'être en mesure de reconstituer le puzzle de cette affaire. En effet, il nous paraît essentiel d'obtenir des faits factuels et concordants ayant amené à cette situation. Et une question que je voulais poser, c'est est-ce qu'à ce jour, vous avez déjà quelqu'un à mettre sur le poste, parce que c'est un poste très important. Alors, est-ce que vous avez des candidatures spontanées ou des recommandations? Alors, oui. Parce que, évidemment, sur les postes, comme on l'évoquait ici, quand il y a un départ, on essaye de remplacer le poste. En ce qui concerne le départ de Mme Charbonnier, en fait, c'est une mise à disposition qu'elle a prise, je crois que c'est comme ça, c'est-à-dire que d'une année, qu'elle peut renouveler 10 ans. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, elle va qu'à d'autres occupations dans le privé. Si d'aventure, pour une raison qui lui appartient, elle souhaite revenir dans la communauté, la collectivité, elle va revenir. Donc ça, il faut le savoir. Oui. Première chose. Deuxième chose, oui, effectivement, parce qu'il y a un besoin. Et là, on est dans ce qu'on évoquait tout à l'heure. Pour l'instant, on est sur des contrats de contractuels. Voilà.
Voilà, mais j'allais le dire, doucement. Je voulais simplement terminer par une Donc, dernière... on fait Oui. appel, parce que vous savez, je vous redonne la parole tout de Oui. suite. Donc, on avait pris une délibération à un moment donné, me semble-t-il, où quand on a des besoins comme ça, on peut faire appel au CDG 42 qui peut mettre à notre disposition des compétences sur tel et tel type d'emploi. C'est ce qu'on a fait en l'occurrence, et nous avons rencontré cette semaine plusieurs personnes avec Monsieur le maire, avec les gens qui font partie de cette commission, pour aller chercher une compétence et recruter et pallier à cette absence. Ça me paraît indispensable, mais simplement, moi, une dernière question que je voulais vous poser, c'est donc Madame Charbonnier nous avait indiqué, en nous envoyant les documents du Conseil, qu'elle partait le 1er septembre, et là, elle est partie mardi soir. Vous avez quelque chose à nous expliquer sur le sujet? S'il faut tout expliquer, c'est comme dans toute entreprise, il y a des congés, madame. Donc les gens prennent leurs congés. Ah, et elle est partie parce qu'elle posait des congés. Eh oui. Donc il y a des congés qui font partie, ce qui fait que son contrat, pour ainsi dire, oui, va jusqu'au 1er septembre. Mais là, il y a les congés. Voilà, sur cette délibération, encore une fois, qui concerne le poste de responsable du service technique, c'est un poste de contractuel, opportunité, le cas échéant. Voilà. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, adopté à l'unanimité. Je vous propose deux délibérations, nous vous proposons deux délibérations, en fait, qui font suite à, entre guillemets, au retoilettage du règlement intérieur de notre commune. Donc on va aborder à la fois le télétravail et à la fois le cas des astreintes. Voilà, pour resituer ces deux délibérations. Je rappelle au passage, sans reprendre tous les articles, que bien évidemment, on a travaillé de concert avec l'ensemble des élus, CHSCT, élus, etc. Nous avons eu plusieurs réunions dans le cadre du travail sur le règlement intérieur. Voilà, j'en profite pour les remercier de leur travail parce qu'ils ont été d'une aide précieuse, il faut le dire. Mais voilà, c'est important. Et donc nous avons eu un comité technique définitif le 26 mai, à l'occasion duquel nous avons ensemble validé ce que je vais vous présenter, tant sur le télétravail que sur les astreintes. Le télétravail, alors, il n'y a peut-être pas besoin de le faire, mais malgré tout, on sort d'une période assez compliquée. Là, on évoque le télétravail dans un cadre général, pas le télétravail qu'on a pu mettre en place dans le cadre de la Covid. Dans le cadre du télétravail de manière générale. Donc, Monsieur le maire rappelle que le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors des locaux, de façon régulière et volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication. En règle générale, on verra qu'il peut y avoir une divergence. Le télétravail s'effectue au domicile de l'agent. Je fais un résumé de ce que vous avez. On a abordé un certain nombre de points. D'abord, quelles étaient les natures d'activités qui étaient éligibles au télétravail? Donc, c'est toutes les tâches rédactionnelles, que ce soit les actes administratifs, rapports, notes, courriers, convocations, documents d'information, de communication, cahier des charges, etc. De la saisie ou de la vérification de données, des tâches informatiques, mise à jour du site internet, programmation informatique, et mise à jour de dossiers informatisés. En d'autres termes, on gravite au-delà de ce qui est informatique, on gravite essentiellement sur des choses administratives qui peuvent se régler à domicile ou ailleurs, on le verra, mais sous la forme du télétravail. A contrario, on a un certain nombre d'activités qui ne peuvent, alors évidemment, mais je le cite pour le Conseil, mais aussi pour nos concitoyens, qui ne sont pas éligibles. Évidemment, l'accueil physique des usagers, donc ça exclut un certain nombre d'activités et on va le voir, un certain nombre de fonctions. Donc les activités d'accueil, les activités nécessitant la manipulation de documents comportant des informations confidentielles, pour éviter que des choses partent dans la nature, des travaux de maintenance ou d'entretien des locaux. Ça peut paraître, mais voilà, il faut le citer, ce sont des activités non éligibles. Nous avons aussi, au-delà des activités, des fonctions, on l'a vu avec le CT, qui pour nous ne sont pas éligibles au télétravail. L'assistante de direction, ou le poste d'assistante de direction, les agents de la police municipale, les agents du service état civil, les agents de la bibliothèque,
les agents de catégorie A. Donc là, ça concerne, si vous voulez, essentiellement nos directeurs et directrices. Les chefs de service en cas d'impossibilité d'être remplacés. D'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'ils n'y ont pas accès au télétravail, mais il peut y avoir à un moment donné des situations où, sur des services très très restreints, il suffit qu'il y ait une absence, etc., ou ne serait-ce que pour les congés, on ne peut pas fonctionner en télétravail parce qu'il faut à ce moment-là une présence au niveau du service. Donc, activité éligible, non éligible, fonction non éligible au télétravail. Au niveau des locaux, pour exercer ce télétravail, donc c'est principalement donc au domicile principal, ça peut être à la résidence secondaire, pour peu que l'agent nous spécifie par écrit effectivement le lieu de cette résidence secondaire et donc l'adresse. Pour pouvoir prétendre au télétravail, hormis ce que je viens d'évoquer, notamment pour des fonctions, tout le monde peut prétendre. Hein. Donc l'agent fait une demande express formulée par courrier. On apprécie ensuite, l'autorité territoriale va apprécier au regard de ce qu'on a pu écrire, donc il y a encore des choses dans le règlement intérieur, on regarde au niveau de la demande si elle est compatible ou pas avec l'exercice du métier, et on formule une réponse écrite à cette demande dans un délai maximum de 1 mois. L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de 3 mois maximum. Au terme des 3 mois, la collectivité autorise la poursuite du travail ou l'agent met un terme au télétravail. Alors, sur ce point, il y a des fois on me dit « t'es bavard, Michel », mais je préfère le dire parce qu'on va y... C'est un point important, il y en a d'autres un petit peu plus loin, parce que c'est des situations, on l'a vécu avec la Covid, où c'est très important de faire des points réguliers avec les personnes qui sont en télétravail. Est-ce que ça convient? Est-ce qu'on est un peu isolé aussi, hein, on fait un peu moins partie d'une collectivité à un moment donné. Il y a des gens qui ils sont plutôt, ça se passe bien, et puis d'autres moins bien, mais tout ça pour vous dire que déjà, dès la première fois, il nous faut faire un point au bout de 3 mois pour voir comment que ça se passe avec la personne qui a démarré son télétravail. La durée de l'autorisation est d'1 an, elle peut être bien évidemment renouvelable, elle doit être faite auprès du supérieur hiérarchique, et à chaque fois, au terme de cette année, alors bien évidemment, il y a des entretiens entre le hiérarchique et puis l'agent réguliers, mais au moins une fois par an, au terme de cette année, il doit y avoir un point factuel, un bilan donc, qui est fait avec l'agent et son supérieur hiérarchique sur cette période de télétravail. Tant sur le fait, évidemment, que comment que ça s'est passé pour l'agent, est-ce que c'est bien vécu, etc. Puis aussi, est-ce que la qualité du travail était là? Est-ce que ça a permis d'eux, etc. Est-ce que ça n'a pas gêné les services? Voilà, c'est aussi dans les règles du jeu que de dire, voilà, il ne faut pas que ça impacte du côté de l'agent, mais aussi du côté de la collectivité. Donc il est important et nécessaire d'avoir un point, donc c'est convenu dans le règlement, annuel avec chacun. Je poursuis, après je passerai à vos questions éventuelles. Sur les agents en temps partiel, les demandes, elles sont analysées au cas par cas. Donc, bien évidemment, parce que ça peut avoir un impact, d'où la demande émane, hein, et suivant la taille des services, l'impact est plus ou moins fort. Donc sur les temps partiels, on regardera au cas par cas si on a la capacité aujourd'hui de permettre à l'agent de faire ou pas du télétravail. Il y a bien évidemment des règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données. Pour faire assez court, l'agent doit avoir chez lui un aménagement qui permette d'exercer cette activité, un aménagement assez ergonomique de son espace de travail, une installation électrique correcte, une qualité d'accès à Internet correcte également qui permet la diffusion de l'info. Il faut regarder au niveau de l'assurance également de la personne puisqu'elle travaille à domicile. Voilà les conditions globales qui seront demandées, en sachant qu'on met à disposition de l'agent ordinateur, accès à la messagerie professionnelle, accès au logiciel indispensable à l'exercice des fonctions, clavier, souris, etc. Voilà. Ça nécessite pour l'agent, bien entendu, dans ce cadre-là, le respect des règles de sécurité en matière d'informatique, parce que c'est très très important. Voilà. Les coûts. Alors concernant les coûts, il a été évoqué tout ça en comité technique. Hein, donc l'employeur, donc la collectivité ne prendra pas à charge une partie des coûts liés aux abonnements, que ce soit téléphonique, Internet et électricité.
Au niveau de la maintenance des matériels, ben évidemment, il faut que l'agent, à la demande et de temps en temps, ramène l'outil informatique, parce qu'il y a peut-être des mises à jour, parce qu'il y a peut-être à vérifier que ça soit toujours en état de fonctionnement, pour que la personne puisse exercer correctement son métier. L'utilisation doit rester de ces matériels qui peuvent être mis à disposition uniquement professionnels, et non pas à des fins personnelles ou familiales. Les transports de documents sous papier à domicile, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, s'il y a des choses qui peuvent être un peu qualifiées de sensibles, il faut forcément, et qui nécessitent qu'elles soient emmenées à un moment donné à mon domicile pour travailler, il faut un accord explicite du responsable de service, donc on doit faire la demande et l'information de dire j'emmène tel type de document à domicile, etc. En matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé, ben, que la personne, je dirais pour faire court, la personne travaille chez elle, mais elle a exactement tous les droits et toutes les couvertures comme si elle travaillait au sein de la collectivité. Donc en matière d'assurance, s'il arrive quelque chose, y compris accident du travail, parce que ça peut arriver à domicile aussi, l'agent bénéficie de tous les droits et de toutes les couvertures, comme s'il travaillait dans la collectivité. Il est astreint, l'agent est astreint aux mêmes horaires que s'il travaillait à la mairie ou sur son lieu d'exercice, que ce soit la bibliothèque, je dis une bêtise, pardon. Donc aux mêmes horaires. Donc s'il commence à 8h30, ben, il est censé être au travail chez lui à 8h30. S'il finit à midi, il finit à midi. Si on reprend à 13h30, il reprend à 13h30. S'il finit à 17h30, il finit à 17h30. Donc c'est exactement comme s'il était à la mairie. De manière générale, bon... il ne peut pas se déplacer pendant les heures de travail. C'est très très important. On l'a rappelé aux agents. Et on a bien évoqué ce point aussi avec les instances, parce que, attention, à la couverture et aux assurances, dans ce cadre-là. Il peut y avoir des raisons, c'est spécifié, où l'agent peut être amené, peut-être sur le côté privé, pour une raison X ou Y. De toute façon, la règle, c'est l'information auprès du hiérarchique. Du moment que le hiérarchique il est au courant, même si c'est un trajet privé, parce qu'il y a une urgence, une nécessité familiale ou autre, ce n'est pas un souci pour nous, mais il faut absolument que la hiérarchie soit avertie. Voilà. Sur le côté déplacement privé. Sur le déplacement professionnel, je suis en télétravail ce jour, jeudi 29 juillet, mais mon responsable m'appelle ce matin et me dit, pour telle et telle raison, je souhaiterais que tu viennes travailler cet après-midi, parce qu'il y a des dossiers qu'on ne peut pas sortir, où j'aurai besoin de ta présence physique. Donc je vais, en fait, me véhiculer jusqu'à la mairie, donc faire du déplacement, mais professionnel. Donc là, bien évidemment, c'est autorisé, mais on est sur la même chose, c'est-à-dire il y a une demande ou une autorisation du hiérarchique qui fait que je suis couvert. C'est surtout ça qu'il faut voir. Enfin, il y a un paragraphe très important sur les modalités d'accès des institutions compétentes sur lieu d'exercice du télétravail. Il est vrai que les élus, chez nous, le CHCT en particulier, peuvent demander à l'agent de visiter les locaux, donc à domicile, les locaux dans lesquels il travaille. Ils ne pourront le faire que si l'agent accepte, et de manière écrite, à ce qu'il y ait une visite du CHCT sur le lieu de travail. Voilà. C'est assez bien précisé dans le document que vous avez. Sur le point 7, il y a un point que j'ai évoqué tout à l'heure, mais qui est très important, mais de manière globale. C'est une durée d'1 an renouvelable. J'ai parlé des entretiens individuels qu'il peut y avoir et qu'il y aura au moins une fois entre l'agent et son supérieur hiérarchique. Côté RH et ensemble de la collectivité, nous sommes tenus aussi, à l'échelle de la collectivité, d'effectuer un bilan annuel du télétravail au sein de la collectivité. Ça sous-entend qu'on aura un rapport à faire, tant sur des aspects, combien de personnes ont souhaité, combien ont fait du télétravail, dans quel service, mais surtout sur des aspects, comment que ça se passe, quoi, et comment que ça s'est passé, qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut améliorer, etc. Voilà, j'ai peut-être été un peu long sur le télétravail. Je passe maintenant aux questions. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, je prends.
Pouvez-vous nous indiquer le nombre d'agents susceptibles d'être admissibles au télétravail? Car si on enlève les fonctions non éligibles et les activités non éligibles, dont la principale est l'accueil physique du public, il semblerait qu'au final, peu de personnes peuvent prétendre au télétravail. Enfin, comme ça, vous répondre le chiffre précis, je pourrais vous le donner dans le compte-rendu, mais quand on regarde, ça touche essentiellement les services administratifs, c'est exclu, entre guillemets, tous les services techniques. Je ne sais pas, il y a peut-être une vingtaine de personnes ou 25 qui peuvent être concernées par le télétravail. Tout ce... Oui, mais ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que ceux qui sont susceptibles de... Mais il y a des fonctions, tout ce qui est ADSEM, tout ça, tout ce qui est accueil, quand on les enlève, bibliothèque, et c'est le but, c'est l'objet de votre question. Si j'avais à résumer tout ça, ça concerne essentiellement les services centraux administratifs de la mairie. Mais c'est quoi, 20-25 personnes à tout casser, quoi. On l'a vu, hein, notamment dans le cadre de la Covid, hein, on a... À un moment donné, pour tout dire aussi, on a imposé, hein, pour qu'il y ait moins de personnes qui trafiquent en mairie, mais globalement, pour des raisons de santé ou des raisons de... J'ai envie de faire du télétravail, ça se compte sur les doigts de la main, ceux qui... Voilà. Mais là, on a ouvert, donc on va voir les demandes qu'on a, puisque c'est une demande explicite de l'intéressé. Mais ça va concerner, oui, peu de personnes, en fait. Hein. Enfin, peu. On va dire, allez, 20 à 25% de l'ensemble des agents de la collectivité, quoi. Merci. Et avez-vous un moyen de contrôler les horaires des employés qui sont en télétravail? C'est-à-dire que vous avez dit qu'ils commençaient, admettons, un employé commençait à 8h30. Est-ce que vous avez un moyen de contrôler Alors, franchement, on n'a pas de moyen de contrôler ça. Enfin, je veux dire, il y a un règlement. Nous, en tant que, et nous tous, hein, en tant qu'élus et puis agents, on doit respecter ce règlement et on part sur une chose qui n'est pas citée là-dedans, qui s'appelle la confiance de part et d'autre. Non, mais voilà. Oui, mais vous avez raison. Je suis d'accord, non, parce que... Non, on part pas dans cet esprit. Enfin, on n'a pas mis de moyens de contrôle, quoi que ce soit, sur le sujet. On a des agents suffisamment responsables aujourd'hui. Voilà. Puis vous savez, il y a des moyens de voir. Hein. Un dossier qui se traite en 2 heures, s'il se traite en 3 semaines, ça pose question quand même, quoi. Voilà. Oui. Mais on n'a aucun doute là-dessus. Et puis non, il n'y a pas de. Non, parce que, comme vous devez le savoir, dans le privé, quand on. Pardon. Non, mais oui, dans le privé, il y a mais vous savez, dans le privé, il y a les moyens de voir les déconnexions et tout. Exactement. Ouais. Enfin, les déconnexions, je reste connecté, je vais me reposer chez moi ou je rentre chez moi, le lendemain matin, je suis encore connecté. Hein, donc, j'ai travaillé toute la nuit, ce qui n'est pas le cas. Hein. Non. Ouais, mais il y a des moyens. Nous, non, rien de tout ça. Généralement, c'est basé sur la confiance, c'est vrai, c'est primordial. Et puis, deuxièmement, ce qu'on a pu voir pendant la période Covid, malgré tout, les agents travaillaient beaucoup plus qu'en télétravail que quand ils étaient en présentiel. Ouais, donc après, c'est une bonne preuve de confiance aussi qu'on a envers eux, puisque après, voilà, il faut qu'ils respectent. Et puis, comme l'a dit Michel à plusieurs reprises, il y a aussi le problème de sécurité, parce que les accidents, les trajets et tout ça, il faut que chacun puisse, il faut contacter son chef de service pour justement valider son absence ou pas, mais c'est tout. Monsieur Bonneau, par rapport au télétravail, j'avais un éclairage à vous demander et puis 3 questions. Quand je lis la page 17, le petit B en haut, je vois que les activités qui nécessitent la manipulation de documents avec des informations confidentielles, on ne peut pas faire de télétravail, ce que je peux comprendre. Oui. Et puis quand je regarde à la page 18, on dit que si c'est des documents sensibles, il faut demander pouvoir les emmener. Oui. Alors c'est quoi la différence entre sensible et confidentiel ? Il y a des choses, à mon sens, sur lesquelles on dira c'est interdit de sortir. Vous citez comme ça des exemples. Même s'il y a demande ou même si l'agent dit j'ai besoin de travailler là-dessus, ça sera niette. Non. Ah. Et d'autres qui peuvent être sensibles, mais si elles sont convenues, ben voilà. On n'a pas voulu, si vous voulez, pour ne pas freiner, cette question, on se l'est posée évidemment, et comment on rédige ça à l'intérieur du règlement. On n'a pas voulu trop fermer non plus, parce qu'il peut y avoir des situations.
il y a des responsables, il y a des directeurs, on leur fait confiance, c'est eux qui décident si cette donnée-là, elle peut être utilisable et utilisée par les agents chez eux. Il y en a d'autres où on peut être amené à mettre un veto, y compris les directeurs et les responsables, à dire ce document-là ne sort pas, que ça soit par informatique ou autre, quoi, papier essentiellement. C'était votre première question, madame. Voilà. Non, c'était l'éclairage. Ah, Donc j'ai 3 je questions. ne les ai pas reçues, vos questions, dites-moi. Ah ben non, parce que je les ai travaillées cet après-midi et j'attendais Ah ben, des attendez, informations. Madame Roche, on vous Eh envoie oui, un hein. truc 7 à 10 jours, là, avant. Pour une fois, vous allez pouvoir me répondre. Ah ben oui, puisque vous savez connaissez bien le que sur ce dossier par point-là, je suis cœur. assez difficile. Il n'y a pas de problème. Hein, allez, donnez-moi votre question suivante. J'ai vu qu'en date du 13 juillet 2021, l'accord 4 sur la mise en œuvre du télétravail qui a été signé à l'unanimité par les partenaires sociaux nationaux est applicable aux 3 versants de la fonction publique, État, hospitalière, territoriale. Celui-ci précise notamment qu'à partir du 1er septembre 2021, les agents publics pourront télétravailler à raison de 3 jours par semaine. Aussi, peut-on savoir pourquoi il est proposé aux agents un télétravail sur seulement 2 jours? Ça, c'est la première question. De plus, ce même accord prévoit que les agents devront justifier de travailler dans de bonnes conditions ergonomiques. À ce titre, qu'en sera-t-il pour les personnes ne disposant pas personnellement d'un fauteuil ergonomique? Et enfin, la troisième. Vous avez donc signé tout à l'heure que la page 18, il n'y aurait pas de prise en charge des coûts, donc Oui. téléphone, etc. Et donc, j'ai vu qu'au 1er septembre 2021, il y a un décret et un arrêté qui vont être mis en place pour l'indemnisation forfaitaire à hauteur de 2,50 € par jour de télétravail, dans la limite d'un montant annuel de 220 €, et ce pour les fonctions d'État public et d'État et hospitalière. Les collectivités territoriales, elles ont-elles jusqu'au 31 décembre 2021 pour négocier localement sur cette indemnisation. Et ce que je voulais savoir, c'est si la décision qui est dans le document que vous nous présentez, si elle est définitive, ou est-ce que vous envisagez d'ici le 31 décembre de négocier pour voir éventuellement une prise en charge pour les coûts liés au télétravail. Merci, Madame Roche. Donc, votre première question concernait, alors, sauf erreur de ma part, ce qui peut évidemment arriver, et puis de notre part aussi, pour moi, on a la possibilité de faire 2 jours maximum au sein de la collectivité. J'ai entendu votre question, voilà ma réponse, peut-être que j'ai tort, mais voilà ma réponse. Ce n'est pas une question, c'est un décret qui vient d'être fait du 13 juillet 2021. Oui, mais les décrets, je vais vous en parler après, parce que moi, sincèrement, je ne l'ai pas là, le décret, et il y a peut-être des mots et des verbes qu'il faut regarder aussi. Donc, pour nous, c'est 2 jours. Si d'aventure, ce n'était pas le cas, et que la loi oblige et que l'agent puisse prendre 3 jours, on passera à 3 jours. Ce n'est pas une obligation, M. Bonan, c'est une possibilité, c'est pour ça. Vous avez bien fait de le dire, parce que vous allez voir que sur les coûts, j'ai cette réponse-là. C'est le verbe pouvoir. On peut, mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Donc on est parti sur des jours. Je passe à la troisième concernant le coût. Nous avons décidé parce que vous avez raison, effectivement, dans le décret, mais me semble-t-il que c'est marqué, les collectivités, je n'ai pas la phrase, peuvent, donc on pouvait, on ne fait pas. On pouvait, on a décidé qu'on ne le ferait pas, et c'est vu avec les instances. Et pour le siège ergonomique ? Ah mais j'y viens, j'ai dit je passe à la troisième. Ah mais je ne vous oublie pas, vous inquiétez pas. Oui. Alors franchement, je suis embêté pour répondre à votre question. Vous n'êtes pas obligé de me répondre en vous moquant de moi, ça ne me gêne pas. Hein. Vous pouvez prendre votre air normal. Hein. Mais je ne comprends pas. Enfin, sur le côté ergonomie, alors je vois à peu près le mot ergonomie, mais franchement, on n'a pas défini ça au pied de la lettre, etc. Vous allez jusqu'à parler de fauteuil ergonomique. À la mairie, comme dans toute entreprise, je pense qu'on doit donner, à la mairie j'entends, ou ailleurs, à la bibliothèque et tout, un lieu de travail pour exercer son métier dans des conditions normales d'exercice de la fonction. Sur l'exemple particulier du fauteuil ergonomique, si ça ne nécessite pas, pour des raisons médicales ou autres, on ne va pas jusqu'au fauteuil ergonomique. On a l'obligation de donner des conditions de travail décentes, de quoi s'asseoir, une table, du matériel informatique, du chauffage l'hiver, de la ventilation, j'en passe et des meilleurs.
Mais fauteuil ergonomique, non. On doit s'assurer qu'on est dans un espace. Voilà. Je suis comme ça, hein, mais sur le télétravail, le truc ergonomique, c'est de dire est-ce que j'ai un coin chez moi où j'ai une table, une chaise et tout, et que je ne suis pas avec un micro installé dans un placard de 50 cm2 sans lumière où je vais exercer mon activité, quoi. Voilà. Mais moi, je ne sais pas trop, franchement, répondre à votre deuxième question, à dire de s'assurer que. Voilà. Et fauteuil, non. On ne va pas installer des fauteuils ergonomiques chez les personnes qui... Si la situation de santé nécessite que... Ça, c'est comme à la mairie, hein, je veux dire, enfin à la mairie ou ailleurs. Hein, ça n'a rien à voir avec le télétravail, où que ça soit, on le fera. Voilà. Et on vérifiera hein, ces points que vous évoquez, hein, notamment le premier concernant... le nombre de jours, mais si vous êtes... Alors franchement, je n'ai pas en tête, si c'est peu, bah ouais, on est parti comme ça. Mais nous, on est parti sur 2 jours, effectivement. De toute façon, si c'est un décret, parce que nous, on est parti sur le décret de 2012, si c'est le décret qui est sorti le 13 juillet ou le 14 juillet, à ce jour, je n'ai rien reçu de la préfecture concernant ces décrets. Donc voilà, quand on recevra des services de l'État les décrets correspondants, on les met bien évidemment en application. Mais à ce jour-là, il n'y a toujours rien de précis. J'étais encore cet après-midi avec la préfète et il n'était pas question de décret justement pour le télétravail. Oui, Louis. Oui. Oui, moi je voudrais intervenir parce que entre un accord interprofessionnel national et puis le local, on sait très bien qu'il y a des déclinaisons qui peuvent être différentes. Donc il faut attendre les décrets nécessaires, tout autant au niveau interprofessionnel vis-à-vis du privé que vis-à-vis du public. Et là, on est dans un cas de service public. Alors, une petite réflexion, c'est qu'il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises privées forcent un peu la main aux salariés pour faire du télétravail parce qu'en amont, il y a aussi des économies d'échelle, c'est-à-dire notamment des économies de locaux. Je vous en parle puisque j'ai suivi au niveau du mandat que j'ai par ailleurs, les négociations et qu'à partir de là, on peut avoir des inquiétudes. Mais ce n'est pas le cas pour les mairies parce que c'est un service de proximité, c'est un service public qui est apprécié par la population. Et il serait malvenu que les mairies fassent des économies d'échelle et de bâtiments et de locaux par rapport à ça. L'autre chose qui est importante sur le télétravail, c'est le fait que c'est la base du volontariat. Okay, que ça soit dans le privé ou le public. C'est la base du volontariat. C'est important, et moi je souligne tout à fait le côté vertueux de la municipalité parce que il y a de la confiance, il y a le volontariat, il y a le fait de suivre les salariés dans cette situation, et c'est important. Mais il y a toujours un mais dans l'affaire, c'est quand même la main est à l'employeur dans cette affaire-là. C'est-à-dire que l'employeur doit veiller à un certain nombre de choses, il le fait, et à partir de là, c'est aussi lui qui est décideur par rapport à la fois à la situation de l'agent, à la fois par rapport au résultat du travail. Voilà. Je souhaitais intervenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, et comme chacun le sait, entre les situations des entreprises privées qu'on a pu vivre dans une période, dans une vie antérieure, et les situations d'une communauté, d'une collectivité locale, c'est quand même complètement différent. Voilà. Merci. Bonsoir. Moi, je vais faire une brève intervention par rapport au coût, pour relativiser un petit peu ce qu'on peut imaginer par rapport à ça, étant moi-même soumis à du télétravail par mon entreprise. Donc, j'ai fait un très rapide calcul pour que vous ayez une vague idée. L'un des rares coûts que vous avez lorsque vous faites du télétravail, c'est un ordinateur que vous branchez. Le reste, votre frigo, etc., tourne quoi qu'il arrive. Un ordinateur, c'est d'une puissance de 100 watts. Un agent normal travaille 8 heures par jour. Ça fait 800 watts au prix du kilowattheure moyen qu'on peut trouver aujourd'hui. Un agent qui ferait 47 semaines de télétravail, 52 semaines sur une année, moins ces 5 semaines de congé, 2 jours de télétravail, ça lui fait 94 jours. Ça représente un coût de 12 euros. 11,85 € pour être extrêmement précis. Si vous ajoutez à ça, une ampoule de 50 watts pour vous éclairer si vous êtes dans un bureau, ça vous fait rajouter 6 euros supplémentaires. Donc le coût de revient du télétravail est de moins de 20 euros sur une année pour un agent qui le prendrait,
Personnellement, je m'y retrouve très très largement avec l'essence ou le gasoil que je ne dépense pas pour me rendre au bureau. Simplement deux choses pour dire à M. Barra que le texte dont je parle est bien pour le service public et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il explique par rapport au service privé. Et puis, en écoutant M. Lallemand, je me dis en moi-même, il faudrait donner l'information à l'État parce que s'ils ont prévu 2,50 € par jour de télétravail par agent, je pense que nous, contribuables, nous pourrions gagner beaucoup d'argent sur une année. Bien. Je vous propose de passer au vote sur cette délibération concernant la mise en place du télétravail au sens général sur notre collectivité. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Je crois bien que c'est le dernier dossier. Délibération concernant les astreintes. Donc c'est le deuxième dossier qui émane de la réflexion sur le règlement intérieur de notre commune. Donc à nouveau, je vous précise qu'il a été vu en comité technique en date du 26 mai 2021. Donc ici, on rappelle la définition de l'astreinte. Ça s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à disposition permanente et immédiate de la collectivité, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de la collectivité. Dans le cadre de l'astreinte, j'essaye de vous résumer les choses. Le temps de déplacement aller-retour sur le lieu de travail fait partie du temps de travail donc, de l'astreinte. La rémunération, il y a l'indemnité d'astreinte qui est prévue, ainsi qu'en fonction de l'intervention. Je suis d'astreinte, donc je suis mobilisé sur cette semaine-là, par exemple. Je suis payé pour ça. Il se trouve qu'il y a une intervention dans la semaine. Je serai payé aussi à un tarif horaire sur la durée de mon intervention. Voilà comment c'est prévu de manière générale. Bien évidemment, l'objectif, c'est dit à l'article 1, c'est de maintenir un fonctionnement optimal de l'ensemble des services publics. Et on pense notamment à des périodes où effectivement les services ne sont pas accessibles, notamment en journée. Donc là, ils sont accessibles, mais dans la nuit, les week-ends, jours fériés, voilà. En ce qui concerne notre collectivité, les astreintes concernent, on va dire, deux services. Les services techniques, donc il y a des astreintes techniques, et les astreintes de police municipale. C'est ce qui est proposé dans la délibération. Donc les services techniques, c'est d'assurer de manière permanente la surveillance, l'exploitation et la maintenance des équipements de notre collectivité. Ça peut être à des occasions particulières de pouvoir intervenir, je pense notamment au déneigement, mais ça peut être au type d'événements climatiques, réseau d'eau, assainissement, etc. Et puis globalement d'assurer la continuité de service en vue d'une intervention d'urgence. Pour la police municipale, les astreintes, c'est soit suite à une mission qui est confiée suite à l'appel direct du maire, soit suite à une mission qui émane du responsable de la police municipale, soit le déclenchement d'une alarme dans l'un de nos bâtiments de la collectivité, soit pour intervenir dans le cadre de la forêt animale. Voilà les cas assez précis qui concernent l'astreinte du service technique et l'astreinte de la police municipale. Les astreintes peuvent avoir lieu du lundi au vendredi chaque jour, du vendredi au lundi matin, les jours fériés, la semaine complète. Nous, de manière générale, on est plutôt axé sur des semaines complètes au niveau des astreintes, que ce soit de la police municipale ou que ce soit du service technique. Voilà. Le personnel concerné, évidemment, c'est la filière technique et la filière police. Puis vous avez en dessous les modalités d'application qu'on vient d'évoquer, avec, si je prends le premier exemple, c'est pareil pour l'autre filière technique. Assurer une mission suite à l'appel du maire, les services concernés, c'est la police municipale. Modalité d'organisation, c'est par roulement. Et l'indemnisation des astreintes, voilà, c'est prévu au niveau de la collectivité avec une rémunération propre au fait que je sois d'astreinte et au fait
fait que j'exerce cette astreinte, c'est-à-dire que j'ai du temps de travail pendant le temps de cette astreinte. La filière police, la PM est concernée dans son ensemble. Au niveau du service technique, si je ne me trompe pas, c'est uniquement 3 agents par roulement qui sont concernés. Je me tourne vers Sophie Kefelec. Ce sont 3 agents qui sont concernés par les astreintes côté service technique. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Peut-on connaître le montant de l'indemnité d'astreinte? Et j'aurais une autre question. Est-elle uniquement basée sur le coût horaire ou y a-t-il des montants forfaitaires? Alors, donc sur les astreintes, concernant les astreintes de sécurité, donc sur la semaine, ce que j'évoquais tout à l'heure, on est à 149,48 € pour le fait que je sois d'astreinte sur le côté police municipale. Si j'interviens, je vous parlais de taux horaire, alors il est différent, je ne vais pas tout vous les donner, si vous les voulez, on vous les transmettra au compte rendu. Mais si j'interviens un jour férié, par exemple, c'est 32 €. Si c'est dans les jours de semaine, c'est 16 € par heure. Il y a un tarif horaire en fonction des jours. Et sur la filière technique, c'est sensiblement la même chose. On est à 159,20 €. Voilà, avec, si ça concerne des jours fériés, par exemple, ou des dimanches, il y a, je dirais, pas une prime, mais un montant supplémentaire de 56 € qui est donné. Voilà les tarifs concernant les astreintes techniques et de la police municipale. Oui, Gilles. Est-ce qu'on pourra savoir ce que ça pèse finalement financièrement sur une... Le fait d'être astreinte? Non, mais sur le budget communal, ça pèse... Oui. Oui, ouais, c'est ça. Les astreintes et le coût total. Voilà, je ne peux pas vous le donner oui, maintenant. Je comprends. Mais je oui, comprends. Bien sûr. Merci. Excuse-moi, en distinguant la PM et le service technique, si possible. Pas de problème. D'autres questions, remarques? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Merci Michel. Donc l'ordre du jour, on a passé toutes les délibérations. Je voudrais revenir pour apporter des réponses. Alors, je vais le rappeler, Michel l'a très bien dit également. Quand vous avez des questions, étant donné qu'on donne maintenant quand même 8 jours avant l'ordre du jour du conseil municipal, ça serait bien de nous communiquer vos questions pour qu'on puisse y répondre le jour même et vous apporter le maximum d'informations ce jour-là. Là, on a essayé d'y répondre. On est obligé, je vois, puisqu'il y a des questions qui auraient pu être posées avant, on va être obligé de rechercher. Alors, on vous donnera toutes les informations, bien évidemment. Je vais apporter quelques précisions également sur des réponses suite aux observations et remarques du conseil municipal du 28 juin 2021, donc le mois dernier. Il y avait une question sur un incident technique lors du conseil municipal du 27 avril 2021. Le problème d'enregistrement a été annoncé en introduction du conseil municipal du 25 mai 2021 et inscrit en commentaire sur le site internet de la ville en dessous de l'enregistrement conseil municipal concerné. Les remarques ont été retranscrites. Sur le débat d'orientation budgétaire, je vais y revenir encore une fois. Suite au conseil municipal du mois d'avril, toutes les questions posées lors de la présentation du débat d'orientation budgétaire, le DOB, ont fait l'objet d'un rapport qui a été communiqué à l'ensemble des élus. L'article 107 de la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 a complété les règles relatives au DOB, à savoir que l'adoption du budget lors de l'Assemblée délibérante donne lieu à un débat et ce débat a eu lieu. La délibération correspondante au débat d'orientation budgétaire fait apparaître la répartition des voix sur le vote. Cette répartition des voix n'a pas d'impact sur le budget primitif de la collectivité puisque le DOB ne revêt pas de caractère décisionnel.
En conclusion, toute question relative au DOB qui reviendrait lors d'un prochain conseil municipal sera classée sans suite. La troisième question, synthèse des mails reçus de l'opposition depuis le dernier conseil municipal. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, donc, les remarques dans un mail que vous nous avez adressé le 6 juin. Des réponses en couleur bleue vous ont été apportées notamment au niveau du DOB. C'était un mail du 6 juin qui était adressé à Magali Rousset et Dominique Deschandons. Une demande. Nous avons constaté quelques petites erreurs dont nous souhaitons vous faire part. En effet, nous ne souhaitons pas qu'à chaque conseil municipal prendre la parole pour dénoncer des erreurs de compte-rendu. Néanmoins, étant donné que le compte-rendu est diffusé sur le site de la mairie, il nous semble important, dans un souci de bonne communication, de transmettre des informations précises aux Vauchois. C'est pourquoi nous relisons toujours celui-ci 8 jours après le conseil municipal. Le nombre d'informations apportées lors du conseil municipal est tel qu'il est en effet vite fait d'oublier quelque chose. C'est dans cette démarche constructive que nous tenons à vous communiquer 2 remarques que nous permettons de reprendre un extrait de ce compte-rendu. Quand vous avez demandé qu'il y avait des remarques sur le compte-rendu du dernier conseil municipal du 30 mars 2021, nous avons pris la parole pour indiquer que la secrétaire de séance avait noté en l'absence de remarques le compte-rendu du 23 février 2021 est approuvé par le conseil municipal. Or, il y a eu des remarques et il y en a eu 2. Tout d'abord de Mme Roche qui avait pris la parole pour préciser que sur le compte-rendu du 23 février 2021, il est écrit concernant la présentation du DOB, le conseil municipal a pris part à un débat alors qu'il n'y en a pas eu. Ensuite, nous sommes intervenus, M. Deschandons, pour dire que non seulement il n'y a pas eu le débat, mais qu'il n'y a pas eu de délibération attestant que le débat a eu lieu, conformément à la législation. Il a d'ailleurs ensuite demandé le report de l'examen du budget primitif à une séance ultérieure. Vous avez pris en compte, monsieur le maire, vos remarques et vous avez déclaré que vous tiendrez compte de ce que veut dire explicitement que le compte-rendu en question soit corrigé. Ça a été corrigé, bien évidemment. L'enregistrement qui commence après les remarques, donc ce n'est pas consultable. On vous a expliqué auparavant pourquoi il y avait eu un problème d'enregistrement, donc qui a été rectifié à ce jour. 4e question, local mise à disposition des membres de la minorité. Une nouvelle salle de réunion vous serait désormais proposée en remplacement de la salle actuelle des Glycines, peut-être à compter du 1er septembre 2021. J'ai demandé, moi, à Christophe et à Didier Barrault de regarder. Alors, je tiens quand même à rappeler, et c'est la dernière fois que je vais vous le relire, l'article L2121-27 du Code général des collectivités territoriales. Dans les communes de plus de 3500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent, donc c'est le verbe pouvoir, donc disposer sans frais d'un local. Donc voilà, ce n'est pas le verbe devoir, c'est le verbe pouvoir, si on peut mettre à disposition. On a proposé une salle. Maintenant, je crois que Christophe, je ne sais pas s'il y a des informations complémentaires à donner sur ça. Oui, effectivement. Simplement, en information complémentaire, et pour mettre fin définitivement à cette discussion, je voudrais quand même rappeler quelques éléments contextuels. Effectivement, le groupe minoritaire composé de 2 membres réclame depuis les élections une salle municipale avec une connexion Internet. Donc, monsieur le maire a précisé effectivement les textes de loi. Il faut rappeler que depuis 1 an, la situation Covid ne nous a pas permis d'ouvrir les salles, ni pour les associations, ni pour aucune autre sorte de réunion que ce soit, puisque, bien sûr, tout le monde l'aura compris, les salles étaient fermées par obligation. Depuis la réouverture, nous avons proposé une salle qui se doit théoriquement, si on veut respecter les textes, qui se doit d'être le plus proche possible de la mairie. Donc nous avons proposé la salle la plus proche de la mairie, tous les vendredis matins de 8h à midi. Donc les conditions d'accueil se doivent d'être acceptables. Il est précisé que des moyens téléphoniques et informatiques sont possibles, encore une fois, selon les possibilités financières et les possibilités matérielles de la commune. Or, il se trouve
que sur Vosges, j'ai fait le point avec notre responsable informatique, aucune de nos salles n'est équipée aujourd'hui ni de Wi-Fi ni de fibre. De ce fait, il n'est impossible, et aujourd'hui il n'y a aucune association sur la commune qui dispose d'un accès Internet payé par la collectivité. Si on voulait satisfaire à la demande qui est faite, il faudrait engager des frais importants, à minima 1 200 € pour un raccordement, ce qui est un ticket raccordement, hein, plus bien entendu un abonnement mensuel. Nous pensons que l'argent public doit être destiné à autre chose, et donc nous n'irons pas sur ce terrain-là, et nous n'équiperons pas les salles possibles de ces systèmes informatiques, enfin de Wi-Fi ou de fibre. En revanche, vous nous avez fait part de votre problématique que la salle qui vous avait été attribuée n'avait pas de porte. Nous avons réfléchi et nous avons créé une nouvelle salle qui se trouve juste derrière, non pas le rideau, mais le mur qui est après le rideau, qui s'appelle l'arrière-scène et qui pourra vous être mis à disposition dès le 1er septembre. Elle requiert toutes les conditions matérielles, table, chaise, fermée à clé, discrétion assurée. Et donc vous pourrez, de la même manière et selon les mêmes conditions que vous aviez la salle des Glycines, en avoir usage à partir du 1er septembre. Vous voudrez bien vous rapprocher de Didier Barrault quant à la mise à disposition des clés. Voilà. Merci. Sur la cinquième question, problème de visionnage d'anciens comptes rendus de conseils municipaux. Les vidéos et enregistrements audio des conseils municipaux ne sont pas directement hébergés sur le site Internet. Il s'agit d'un lien qui les rend accessibles. Il suffit qu'un paramétrage de YouTube, par exemple, change pour que le lien ne soit plus actif. C'est ce qui s'est passé. Le lien enregistré à l'époque a fait l'objet d'une mise à jour indépendante de notre volonté et il ne fonctionnait plus correctement. Le nouveau lien a été mis à jour, ces dysfonctionnements ne sont pas prévisibles. Vous avez de nouveaux accès aux comptes rendus, y compris ceux des années précédentes. Et depuis quelques mois maintenant, nous doublons en plus l'enregistrement des conseils municipaux. En période de référence pour le prélèvement de la facture d'eau, il y avait une question, donc question numéro 6. Les prélèvements auront lieu le 15 de chaque trimestre en février, mai et août et représenteront 75% de la consommation de référence de l'année précédente et des droits fixes ou suivant une estimation en fonction du nombre de personnes dans le logement. À l'issue du relevé du compteur, une facture de régularisation au dernier trimestre viendra solder l'année en cours. Cette information est indiquée très clairement à l'attention de nos abonnés dans le contrat de prélèvement à l'article 2, qui doivent nous signer. La 7e question concernant le coupon culture et sport pour participation aux frais d'inscription aux associations sportives et culturelles. La communication par la mairie ainsi que l'émission des coupons n'ont débuté que le mercredi 30 juin, après le retour de la délibération par le service de contrôle de légalité de la préfecture. Sur l'article, la question 8, l'équilibre financier du projet avec le Rhino Jazz, le bilan vous sera communiqué dès que les chiffres nous auront été transmis. Concernant l'école de musique, une précision, donc le projet pédagogique. Bien évidemment, l'école est avant tout un lieu d'enseignement où l'on apprend, où on est évalué et conseillé. Les élèves prennent plaisir à jouer d'un instrument seul et en groupe lors de l'audition et de concerts publics. Le programme pédagogique est celui demandé par le Conseil général. L'évaluation de formation musicale, tous les élèves de formation musicale sont présentés à l'examen de premier cycle du Conseil général. De plus, nous organisons en interne un contrôle continu et un examen de fin d'année. La formation instrumentale, tous les élèves sont présentés aux examens des 3 cycles lorsque le professeur estime que l'élève est prêt musicalement. Une évaluation continue est instaurée grâce à une fiche individuelle de suivi. La fiche permet de voir l'évolution de l'élève dans son travail personnel, sa motivation et ses progrès durant le cours. Elle est transmise aux parents pour signature pour l'appréciation du professeur concerné.
Un examen du conseil au conseil est organisé chaque année pour tous les élèves. Un jury professionnel extérieur à l'école donne des conseils dans la technique individuelle et la musicalité. La charge du projet de 118 947 avec une subvention de l'autorité publique qui établit la convention de 42 000 € et la somme des financements publics affectés au projet, 19 000 €. Il y avait eu une question c'était Magali Rousset justement qui parlait de l'article 1 du projet. Bien évidemment, l'avenant numéro 1 à la convention annuelle d'objectifs avec l'association intercommunale pour l'enseignement musical, c'est ce que je viens de vous lire en préambule. Et bien évidemment, l'article 1 concerne le projet de l'enseignement musical. La question 10 qui concernait la question sur la consultation des entreprises vauchoises, la règle fixée en interne est de consulter systématiquement les entreprises locales, libre à elles de répondre ou non. La réglementation des marchés publics nous impose de consulter au minimum 3 entreprises et de prendre la moins-disante, tous critères confondus. Et concernant la question 11, la dernière, c'était le changement de dénomination de l'acheteur concernant l'achat de l'ex-Vival. Alors je ne sais plus qui c'est qui avait posé la question, mais merci de voir directement avec l'intéressé pour plus d'informations. Voilà, merci. L'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance du conseil municipal. N'oubliez pas de venir signer les registres. Et puis, bonnes vacances à toutes et à tous pour ceux qui ne les ont pas encore prises. Donc voilà, et puis on se retrouve pour le prochain conseil municipal qui est prévu fin septembre. Voilà, merci, bonne soirée à tous.